Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de 4 ans. Je vis à Paris, je travaille dans le luxe, dans le marketing et j'ai été diagnostiquée en 2022, en janvier 2022, d'un lymphome non-Hodgkinien. Je suis en rémission depuis décembre 2022. Donc ça a duré 1 an de traitement. J'ai été diagnostiquée donc en janvier 2022. Ça faisait quelques mois que je me sentais fatiguée. Je toussais un peu, mais c'était une période de post-Covid. Et j'avais des douleurs dans l'épaule, mais des douleurs ligamentaires. Donc j'avais pas du tout fait le lien entre les choses. Et puis j'ai attrapé le Covid et là j'ai été assez malade. Pendant 10 jours, j'avais beaucoup de fièvre. Donc j'ai fini par consulter aux urgences et on m'a diagnostiqué en 3 jours. On a posé ce diagnostic de lymphome. Quand on m'a diagnostiqué, c'était un stade 4 déjà, et donc on m'a annoncé 10 cures de chimiothérapie. Ça m'a emmené jusqu'en juillet. Mon corps a d'abord très bien répondu, puis un petit peu moins bien. Et au mois de juillet, on m'a annoncé qu'en fait, alors que j'aurais dû être en rémission à ce moment-là, que malheureusement il fallait renforcer le protocole. On m'a proposé une autre chimiothérapie qui, elle, pour le coup, a moins bien marché que la première. Et donc on a fini par me proposer un nouveau traitement. C'est une thérapie hygiénique qui s'appelle les CAR-T-cells. En 3 mots très vulgaires, c'est en gros, on prélève les défenses immunitaires, les lymphocytes T du patient. On les modifie génétiquement et ensuite on les réinjecte. Ce sont ces cellules-là qui iront détruire ton cancer. Et ça, j'ai eu cette injection en novembre 2022 et c'est ce traitement qui a fonctionné et on m'a annoncé ma rémission en décembre. Pour consolider ça, j'ai ensuite eu un gros mois et demi de radiothérapie qui m'a amené à une rémission complète et la fin des traitements curatifs à avril 2023. Donc après les traitements, c'est cette nouvelle grande période qui s'appelle l'après-cancer, dont on entend très peu parler et dans laquelle d'ailleurs on se projette pas du tout quand on est malade. C'est un peu les soucis du riche pour celui qui est en traitement. Quand on y est à cette période-là, on se rend compte que c'est encore tout un autre combat et tout un autre chapitre qu'il faut aborder avec tout un tas de ressources que malheureusement on n'a pas à disposition. Pour moi, ça a été déjà un très très gros coup de fatigue. Je pense que mon corps, qui avait tenu bon et qui était en ordre de marche pour vraiment se battre contre cette maladie et pour aussi tenir pendant les traitements, a eu un gros coup de ouf, ça y est, je suis à la ligne d'arrivée. Donc moi j'ai été très fatiguée et je suis tombée très malade, alors de la maladie qui paraît beaucoup moins importante, mais en gros mes défenses immunitaires étaient au plus bas et donc j'ai tout eu, tout ce qu'on peut imaginer, l'angine, grippe, le Covid, etc. La liste est longue et donc moi je me suis vraiment lancée dans cette période très compliquée de l'après-cancer en étant à la fois malade physiquement et à la fois assez traumatisée psychologiquement et donc à la recherche de ressources dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver des éléments qui pouvaient m'aider. Pendant les traitements, alors moi j'ai vraiment eu 2 phases de traitement. J'ai eu une première moitié de traitement où c'est un cancer qui se guérit bien et donc pendant toute cette période-là, on m'avait vraiment alors assuré, il n'y a pas de 100% en médecine, mais les médecins étaient très confiants et puis en plus mes premiers examens montraient que je répondais bien. Donc ce qui a été dur, ça a été plus physiquement de tenir, de compter les jours jusqu'à la chimio, de trouver des petites choses qui me faisaient du bien parce que honnêtement on est en gueule de bois permanente, hein. Moi j'en parlais beaucoup comme ça. C'est un état de mal-être qui est assez global, c'est de la nausée un peu constante, c'est pas envie de se lever, c'est etc. Donc ça a été ça qui a été dur, c'est le côté long, tenir sur la durée, alors même que les traitements sont quand même assez répétitifs. Moi j'avais des chimios toutes les 2 semaines, donc il fallait à la fois que j'endure la première chimio et que je me prépare psychologiquement pour la deuxième en quelques jours. Ensuite moi ma deuxième partie de traitement, comme le premier protocole n'avait pas fonctionné, c'est installé une certaine incertitude qui pour moi était assez difficile à gérer psychologiquement. Moi en fait mes premières bonnes nouvelles n'étaient pas définitives comme l'avait montré mon expérience. Je me préparais toujours au pire. L'incertitude ça a été assez difficile et puis on commence à être fatigué psychologiquement et physiquement. Donc au bout d'un moment, mine de rien, sur la longueur, les chimios fatiguent de plus en plus et il faut trouver la force de continuer. Donc ça a été on va dire le plus dur, je pense, le temps long quoi. Au début, je réfléchissais pas trop. J'y allais un peu
le couteau entre les dents, comme on dit. Donc, je subissais le truc et puis j'avançais comme je pouvais. Au bout de 6 mois, je me suis mise à plus réfléchir, c'est-à-dire mettre en place des choses. Donc, déjà, mes chimios se sont espacées. Elles étaient toutes les 3 semaines. Donc, ça me donnait une semaine sur laquelle je pouvais, entre guillemets, faire des choses qui me faisaient plaisir. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que je suis partie à la campagne. Je me faisais suivre à Paris et je suis partie à la campagne une semaine sur 3 pour respirer l'air frais, mettre les pieds dans l'eau, même s'il faisait froid, faire des petites choses qui redonnent beaucoup de force à ce moment-là. Ma petite fille aussi qui grandissait en parallèle, quand j'ai été diagnostiquée, elle avait 1 an et demi et je l'ai vue elle grandir parce que c'est à des âges où tout change tous les mois. C'est aussi via elle que j'ai vu évoluer la maladie et ça a été hyper thérapeutique pour moi de le voir à travers ses yeux, de voir les choses évoluer et ce que j'ai mis en place, c'est aussi prendre du temps avec elle et avec les gens en général qui me ressourçaient en énergie. J'ai assez rapidement découvert que moi je souffrais très vite de la solitude. J'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi qui me racontent comment ils vont. J'ai pas trop eu ce besoin de m'exclure et de me replier sur moi-même pour vivre mon truc. J'avais au contraire besoin que mes copines viennent me voir, que ma sœur vienne me voir, que de voir mes parents. J'ai beaucoup été nourrie par mes proches, par leur voyage, par leur visite d'expo. Et ça, j'ai très vite compris que c'était un lien qui serait hyper important et qui me permettrait de tenir. C'est un peu la vie aussi à travers ses proches qui ont été pour moi vraiment clés. J'ai un groupe de quelques copines qui s'est constitué autour de moi et qui m'a vraiment portée pendant un an. Elles ont rapidement instauré, en fait j'ai été diagnostiquée en janvier 2022 et mon anniversaire est début février. Et au moment de mon anniversaire, j'étais juste après ma première cure de chimiothérapie et elles sont toutes venues à la maison. Enfin, les quelques copines proches sont venues à la maison et on a fêté dans la mesure du possible. On a fait un petit apéro à la maison avec mes 10 bonnes copines. Et en fait, ce groupe-là, qui est un groupe un peu reconstitué, c'est pas forcément des filles qui sont toutes super copines entre elles. Ce groupe-là, il m'a suivi sur tous mes moments forts. Se sont organisés en fait au fur et à mesure des moments bons et des moments moins bons, un rituel de regroupement avec cette tribu-là pour célébrer ou au contraire me soutenir. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que alors même qu'elles n'étaient pas forcément super proches, c'était toujours elles qui étaient à l'initiative, c'était pas moi l'organisatrice. Et donc j'ai senti vraiment via ce rituel de réunion entre amis, j'ai vraiment vu en fait ce soutien tout au long de l'année. Et encore maintenant d'ailleurs, on se réunit encore assez régulièrement. Alors c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 2 ans, mais même sur cette année d'après-cancer qui a été comme on en parle beaucoup, mais qui a pas du tout été simple. C'est encore un rituel de se réunir, voilà, pour discuter et pour s'amuser ensemble. Quand j'ai été diagnostiquée, on était mariés depuis 4 ans avec mon mari, mais ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble. On avait déjà vécu quelques épreuves parce qu'il a eu un accident de voiture tout de suite après notre mariage et il a assez important, il a été hospitalisé longtemps, etc. Donc on avait été éprouvés un peu sur le sujet de la santé, mais là j'avoue que c'était encore d'un autre niveau. Mon mari est entrepreneur, il montait sa boîte à ce moment-là avec une petite fille en bas âge. On va dire que c'est surtout l'annonce qui m'a beaucoup marquée parce que le médecin, parce qu'on était dans l'urgence et parce que il était là et que voilà, m'a annoncé mon diagnostic. J'étais toute seule, donc il a fallu que j'appelle mon mari pour lui annoncer mon cancer, alors même que moi je digérais l'information. Et je pense que ça a été un des moments les plus difficiles, mais à la fois les plus forts de notre relation. Je pense qu'il y a un vertige un peu qui s'est installé et chez lui et chez moi de se dire que en fait il y avait un risque que ce soit plus un binôme, et parce que c'est quand même une maladie qu'on associe à, surtout quand on la connaît pas et au début, à des choses vraiment graves. C'est une personne qui est très forte et qui a été vraiment
essentiel, si ce n'est absolument indispensable dans tout mon parcours. Il a une finesse de la situation qui est extraordinaire parce qu'il est capable d'à la fois soutenir quand il faut soutenir et à la fois de plaindre quand il faut plaindre, qui est un art qui est normalement assez difficile à manier quand on n'est pas le principal concerné. Il a été très fort. On s'est régulièrement dit qu'on n'échangerait pas forcément nos places. Je le disais en souriant, je suis pas sûre que j'aurais aimé être aidante plutôt que malade. C'est un rôle qui est très compliqué, qui est bourré de vertiges et de situations compliquées, alors même qu'on n'est pas celle qui a le droit de se plaindre. Donc moi-même, j'ai essayé dès que je pouvais d'être la plus compréhensive possible, mais c'est très paradoxal d'être à la fois celle qui console sur quelque chose qu'on cause. En plus, il y a tout un tas de choses qui sont concernées dans ces moments-là parce que il y a une réorganisation évidente liée au fait qu'on est absent qu'on peut être absent pendant les traitements. Il y a aussi que logiquement, ça a un impact sur sa route, ses projets de vie, que ce soit ses projets familiaux, que ce soit ses projets financiers, alors familiaux parce que évidemment le sujet des enfants et de la fertilité est souvent en jeu dans les traitements de cancer, financiers parce que on se retrouve à pas forcément pouvoir emprunter pour des projets immobiliers, etc. Donc il y a beaucoup de concessions qui est obligé de faire l'aidant malheureusement par amour. Donc c'est aussi ça qui est assez bluffant d'avoir quelqu'un à ses côtés dans ces moments-là. C'est quand même une des plus belles preuves d'amour. Par exemple, ce qu'a fait mon mari notamment pendant les traitements, c'est que comme justement on m'avait annoncé mon diagnostic sans qu'il soit dans la pièce et que ça a été un des moments un peu compliqués qui était de faire passer cette annonce, enfin d'annoncer moi-même mon cancer à parents, mon mari, et aussi d'absorber toutes les informations qui étaient données par le médecin. Rapidement, parce que j'ai vu la psychologue de l'hôpital suite à l'annonce, la psychologue m'a dit il y a une règle à laquelle il faut se tenir, c'est que il ne faut pas aller seul à un rendez-vous. C'est difficile d'être la personne qui reçoit l'information et qui l'annonce, et parce que en fait on ne retient pas toutes les informations quand on reçoit ce genre d'annonce. Donc c'est important qu'il y ait une personne avec vous qui soit aussi garant des informations. Quand je lui ai dit ça, il a été évidemment désolé de pas avoir pu être là. Et jusqu'à ce jour, il loupe pas un seul rendez-vous. Il est toujours présent à mes côtés pour tous les rendez-vous où je suis susceptible d'avoir une annonce bonne ou mauvaise. Il a mis un point d'honneur à respecter ce truc-là. Et j'ai même pas besoin de lui demander. Je le mets dans son agenda et c'est pas en fonction de ses dispos. Et c'est là où je suis assez touchée parce que il a aussi sa vie maintenant et qu'on est près d'1 an et demi post-rémission. Il y a un rendez-vous qui est important. Il est toujours là. Donc quand j'ai été diagnostiquée en janvier 2022, ma fille, elle avait 1 an et demi. C'était un peu un pot de colle parce que c'est l'âge où elle est dans les jupes de sa maman tout le temps. Ma chance, c'est que j'avais mal à l'épaule et en fait le diagnostic il a été plus facile entre guillemets à annoncer parce que souvent on n'a pas vraiment de symptômes visibles. Moi j'en avais un qui était très visible. Donc quand je lui ai annoncé, j'ai vraiment évidemment les mots cancer n'étaient pas compréhensibles par une petite fille d'1 an et demi. Mais en revanche, je lui ai expliqué que j'avais des médicaments un peu compliqué pour soigner une douleur que je lui avais exprimée. Ça, elle a très vite compris. Avec mon mari, on a très vite mis des mots, on lui a tout montré, les médecins, les traitements, les médicaments. J'ai été aussi suivie par une psychologue, d'abord à l'hôpital, puis après en dehors. Elle m'a dit que c'était vraiment très important de continuer à la garder dans la boucle. Il y a des moments où il faut lui expliquer les temps forts, mais j'avoue que moi j'avais une chance, c'est que ma fille, elle extériorise beaucoup et elle pose beaucoup de questions. Même à l'âge de 1 an et demi, elle voulait beaucoup comprendre, elle fouillait dans mes affaires, elle était très curieuse de comprendre ce qui se passait. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, la perruque, elle voulait comprendre pourquoi on avait besoin d'une perruque, les cheveux qui tombaient, elle voulait comprendre et ça se voyait. Alors, il n'y a pas forcément des mots très clairs, mais ça me permettait aussi de continuer à avoir ce dialogue avec elle. Et d'ailleurs, on l'a régulièrement vu que quand je la tenais pas vraiment au courant parce qu'en fait, il y avait pas grand chose à dire. J'avais juste une chimio de plus ou un rendez-vous de plus de médecin. Elle me rappelait assez vite à l'ordre parce que très vite, quand elle entendait des conversations, même du haut de ses 2 ans, elle entendait des conversations entre mon mari et moi. Elle était capable de venir me voir et d'essayer de comprendre. Ça se sentait qu'elle voulait comprendre vraiment ce qu'on se disait. Aujourd'hui, elle a 4 ans, elle est encore petite, mais elle parle bien. Donc, on continue vraiment à en parler. Ça reste un sujet qui est régulièrement évoqué dans nos conversations. Et je pense qu'aussi, avoir une petite fille, ça donne un peu un vertige parce que tout de suite,
suite on se projette dans le fait qu'on est malade et que du coup notre disparition c'est aussi probablement une petite fille qui perd sa maman. En revanche, ça m'a donné énormément de force parce que ça reste un réveil matinal à 7h tous les matins et que chimio ou pas chimio, alors c'est pas pour aller courir un marathon, mais en fait il faut se lever le matin, même si je suis en robe de chambre, même si je suis fatiguée, il n'y a pas un seul matin, même post-chimiothérapie, où j'ai pas pris quelques minutes avec elle et ça m'a levé de mon lit et ça m'a donné un rythme. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup porté dans des moments où on peut être tenté par du laisser aller. Et d'ailleurs parfois je me recouchais derrière, mais en tout cas ça m'a fait garder un rythme dans des moments où j'aurais pu le perdre. C'est un accélérateur d'émotions aussi, une petite fille, donc ça fait d'autant plus profiter des bonnes nouvelles. Ça fait avoir peur aussi des mauvaises nouvelles, mais en fait ça rend très concret aussi, et puis inévitablement ça donne quand même beaucoup de force dans le quotidien. Avec mon employeur, ça s'est super bien passé. Ma situation est un peu exceptionnelle, c'est que j'ai été embauchée, mais je n'avais pas commencé au moment du diagnostic. C'est-à-dire que j'avais fini les entretiens, ma future manager m'a confirmé qu'elle me proposait un job, mais j'avais pas physiquement commencé. Donc il y a eu aussi cette phase d'annonce, à la fois à ma manager et aux équipes de ressources humaines. Toute l'entreprise a été très compréhensive de ma situation. J'ai même eu une phrase qui m'est restée pendant tout mon traitement, quand parfois c'était compliqué d'annoncer des mauvaises nouvelles, de reculer en fait son arrivée encore et encore. Les RH m'ont rapidement dit il faut que notre entreprise soit source de sérénité pour toi. Ça a été très fort dans ma manière d'aborder mes traitements aussi, parce que de fait, surtout à 34 ans, quand ça fait une dizaine d'années qu'on travaille, on commence à avoir un petit peu de perspective professionnelle. C'est vraiment très dur de mettre une pause et puis aussi de ne pas savoir ce qui va arriver après. Donc avoir ce type de soutien, ça a été vraiment hyper porteur pour moi. Ce que je trouve beaucoup plus difficile, c'est la période de l'après-cancer en revanche, parce que c'est une phase où nous on est confrontés à avoir envie de remonter à cheval vite, de vite reprendre, et en même temps on n'a ni le physique ni le psychologique qui suit. C'est un fait, mais on le réalise pas forcément tout de suite. Donc moi ça a été plutôt ça et d'ailleurs c'est encore le sujet aujourd'hui. Je trouve qu'on est peu accompagné, même si les gens sont compréhensifs, même s'il y a de l'empathie. C'est très difficile en fait, à la fois pour l'employeur et à la fois pour l'employé, de recréer un environnement qui est adapté pour de la reprise de travail après ce genre d'épreuve. Les 3 plus gros effets secondaires depuis que j'ai été diagnostiquée, j'ai pas eu d'effets secondaires très, on va dire très violents. Alors si j'ai eu de la nausée, ce genre de choses, moi ça a beaucoup changé mon corps en fait. Ça a changé des choses même anecdotiques. Mon odeur corporelle est plus du tout la même. J'ai des sécheresses par moments dans les yeux. En fait j'ai des petites choses, j'ai beaucoup de petits bobos qui me suivent, qui sont pas très graves, mais mis bout à bout ça tape un peu sur le système en fait. Les traitements, qu'ils soient courts ou longs, la fatigue globale, est-ce que c'est de la fatigue vraiment purement phisique ou juste de la fatigue à la fois psychologique et physique? Je pense que tout ça s'entremêle un peu. Il y a une lassitude évidemment qui s'installe. Et puis après, en effet secondaire, on va dire plus psychologique, je pense que ça a créé une petite peur. C'est plutôt de nature très insouciante. Je me couvrais pas, je couvrais pas ma fille d'ailleurs. Souvent, je disais non mais c'est juste un petit truc, t'inquiète pas, etc. Doctissimo va t'annoncer un cancer, mais voilà. J'étais un peu de ce type-là, quand aujourd'hui je vais être hypocondriaque n'est pas le mot, mais j'ai perdu un peu cette insouciance pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que du coup je vais être beaucoup plus anticiper un peu plus le plus grave qu'avant. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille d'ailleurs avec tout un tas de praticiens qui travaillent très bien ce genre de sujet. Le grand effet secondaire de mes traitements, mais qui est normal par définition puisque j'ai eu un lymphome qui
qui est donc un cancer du système immunitaire, c'est que mon système immunitaire aujourd'hui post-traitement est déficient, ou en tout cas très faible. C'est pas forcément définitif, mais c'est pas une science exacte malheureusement. Donc et ça pour le coup, je suis très régulièrement malade, voire assez chronique. Donc ça c'est un peu le côté désagréable, c'est que pour le moment je suis encore, on me compense en anticorps via les dons humains d'ailleurs. Mais ça c'est un des gros effets secondaires de mon traitement, c'est le fait que en fait j'attrape tout. La première, c'est que il faut faire du sport. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment mis dans mon quotidien dès qu'on le peut, hein, évidemment. À la fois le quotidien et à la fois parfois l'envie n'est pas là, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est l'activité physique qui va redonner de l'énergie. Et puis après moi je suis une grande adepte de l'acupuncture, dont on peut reparler après. Mais l'acupuncture au global et l'ostéopathie d'ailleurs ont moi été vraiment salvateurs. Je pratique beaucoup l'acupuncture. Je la pratique depuis avant. C'est le seul soin de support que je pratiquais avant, et comme je suis persuadée qu'il a déclenché mon accouchement, comme j'ai accouché suite à une séance d'acupuncture, je sais que je réponds très bien, et en fait depuis, à la fois pendant mon traitement et maintenant encore plus intensément, l'acupuncture m'aide beaucoup pour redévelopper de l'énergie, etc. Et puis la dernière chose, c'est que j'essaye dans chaque journée de trouver du temps pour moi. Parce que l'énergie, évidemment, elle vient de quand on se repose, mais elle vient aussi des choses qui nous font du bien. Donc, j'essaye vraiment, dans mon quotidien, de faire des choses que j'aime. En fait, c'est aussi par ces choses-là que je retrouve de l'énergie. Lorsque j'ai commencé à me renseigner pour comprendre ce qui était possible et quelles ressources existaient, par bouche à oreille, on m'a parlé de l'Institut Raphaël, qui avait aidé l'ami d'amis. Et donc je me suis inscrite sans vraiment savoir dans quoi je me lançais, et ils m'ont reçue et ils m'ont présenté un parcours de soins personnalisé adapté à mon besoin, qui m'a fait découvrir, alors je connaissais plus ou moins notamment l'acupuncture, mais c'était un des seuls soins que je connaissais, ou en tout cas que j'avais rien pratiqué d'autre. Et donc c'est par eux que vraiment j'ai découvert ce que c'était que la naturopathie, même les ateliers de groupe en fait, sur des sujets d'art-thérapie, et des praticiens, des coachs, l'hypnothérapie. Dans mon entourage proche, quand j'ai commencé à aller à l'Institut Raphaël, les gens se sont vraiment réjouis pour moi qu'il y ait des solutions qui soient proposées en fait aux personnes en après-cancer. Parce que on ne sait pas par où commencer en fait dans ces cas-là, et surtout pour les aidants c'est assez compliqué parce qu'ils sont un peu désemparés. Et j'en ai beaucoup parlé à mes amis, notamment à ma meilleure amie Faustine, à qui je racontais vraiment comment se passaient mes séances. Faustine, depuis le début, elle est à mes côtés dans mon quotidien très proche. Et en fait, elle a vu à quel point pendant les traitements, j'étais accompagnée, ou en tout cas, j'étais entourée médicalement, et à quel point au moment de l'après-cancer, il y avait un peu ce vide, pas tant le vide. On n'est pas complètement seul, c'est-à-dire que les gens ils sont encore là. Mais la compréhension et l'entourage et les choses à mettre en place, le plan d'action, en fait, il existe plus, il y en a plus. Et du coup, Faustine a eu vraiment cette envie de regarder ce qu'elle pouvait faire pour aller encore plus loin. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de rassembler ses forces pour monter le beau projet qu'est Ginkgo. Je continue les soins de support, j'y crois beaucoup, et je pense et je l'espère que ça fera partie de ma vie toute ma vie en fait. C'est des soins qui sont moi m'ont vraiment remis sur pied et continuent à m'entretenir. D'ailleurs, c'est l'anecdote, la médecine chinoise dont est issue l'acupuncture par exemple. On fait de l'acupuncture pour entretenir sa bonne santé, pour se guérir. Donc je crois très fort que quand bien même j'irai très bien, ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est le but ultime, j'ai envie de continuer à garder ce temps pour moi. Ginkgo, j'ai rejoint ce parcours parce que
Ils ont un carnet d'adresses en fait de praticiens qui sont adaptés à toutes les personnes, à tous les patients, puisque ils sont capables de mettre en relation avec des gens qui déjà connaissent bien cette période qui est l'après-cancer, et tout ça piloté par une infirmière. Donc on n'y va pas à l'aveugle, parce que il y a aussi ce sujet quand on est en après-cancer. C'est qu'à chaque fois qu'on va voir un nouveau praticien, on doit raconter sa vie pendant 20 minutes. Quel traitement on a eu, quel est le cancer, comment il a été diagnostiqué, quels sont les symptômes, etc. La liste est très longue. Et l'avantage de Ginkgo, c'est qu'il rassemble toutes ces informations pour que, à l'arrivée chez le praticien, il n'y ait plus que les quelques informations à lui donner et que lui ait bien en tête qui il a devant lui, et que du coup la séance soit la plus efficace possible. L'infirmière, c'est vraiment la relation personnelle qu'on a avec Ginkgo. Moi, j'ai été suivie, il y a plusieurs infirmières donc chez Ginkgo qui suivent, et moi j'ai eu la chance d'être suivie par Amélie, puis par Sophie d'ailleurs. Relation très intime qui s'installe avec l'infirmière, puisque par définition, pour que les traitements et que le parcours soient le plus personnalisé possible, l'intérêt c'est de donner le plus d'informations et le plus de précision possible. Donc, il y a une relation de confiance et d'intimité qui est assez unique, qui s'installe. Moi, je garde encore une relation, même si aujourd'hui je suis sortie du parcours Ginkgo. C'est des relations qu'on crée et qui sont extrêmement fortes, parce que elles nous suivent dans un moment où on a du mal à exprimer vraiment quels sont les problèmes, et elles nous aident à la fois mettre des mots et à la fois créer un plan d'action dans un moment où on se trouve très désemparé. Ginkgo, c'est un parcours personnalisé pour accompagner les personnes qui sont touchées par le cancer, à la fois pendant les traitements, mais aussi après les traitements. Toute la philosophie de Ginkgo, c'est qu'il n'existe pas une seule solution, mais que c'est le travail de plusieurs disciplines adaptées à la personne et adaptées aux problèmes, aux challenges temporaires que peuvent rencontrer les personnes, pour les accompagner à aller mieux physiquement et psychologiquement, avec une interlocutrice principale qui est l'infirmière de coordination, qui justement est chef d'orchestre de ce plan d'action sophistiqué que propose Ginkgo. Je recommanderais Ginkgo à un autre patient parce que il existe tellement de choses, et il existe tellement de ressources pour aller mieux, ou en tout cas pour travailler sur son bien-être pendant et après un cancer, que Ginkgo est capable justement d'aller chercher et de mettre en relation et de donner les outils pour se reconstruire. Il ne faut pas sous-estimer le travail que c'est sur soi pour aller mieux. Et Ginkgo est un super partenaire pour vous accompagner. On a fait la teuf, hein.